Donc, bienvenue dans notre atelier qui va traiter des espaces pédagogiques physiques et virtuels. Vous avez vu, on est dans un espace hyper grand, hein, donc il va falloir s'adapter aussi. Donc en fin de compte, l'objet, en fin de compte, c'est de traverser le temps. Hein. Ça sera en fin de compte notre fil rouge. On va effectivement aller se projeter sur quelles sont les évolutions à venir sur les espaces pédagogiques. Mais de temps en temps, on mettra un petit œil dans le rétroviseur, voir où on était il y a quelques années, voir qu'on a bien fait d'évoluer. Hein, ça, c'est important. Et puis, surtout, on verra pourquoi, en fin de compte, on doit adapter les espaces pédagogiques. Hein, en lien, effectivement, on peut être tous d'accord avec les apprenants, avec leurs nouvelles modalités d'apprentissage, et surtout, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec leurs besoins qu'ils ont au quotidien. Donc ça, on verra ça, on mettra aussi en parallèle toute la partie numérique et la dimension digitale en transversale par rapport à ces nouveaux contextes. Donc ça, c'est la grande partie de la présentation de Marie-Christine. Et puis on espère un petit peu de temps avec vous pour vous faire réfléchir aussi de votre côté avec un petit atelier interactif, on va dire, si on peut le mettre en place, où on adaptera selon le temps qui va nous rester. Donc sans perdre de temps, je passe la parole à Marie-Christine sur la présentation. Et sans transition, donc je reprends juste ce qui a été évoqué. Moi, je vais partir avec vous des nouveaux contextes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se pose autrement la question des espaces, finalement? Comment elle se pose dans différents environnements professionnels? Et comment vous pourriez imaginer amener éventuellement ce type d'innovation dans vos structures? Parce qu'un des enjeux, c'est de réussir à accompagner les équipes vers ce type de changement. Alors, qui suis-je? D'où sors-je? J'ai une structure d'ingénierie de formation basée à Toulouse. Nous venons de faire connaissance, AGO Ingénierie Formation. Et ce qui m'intéresse finalement là-dedans, c'est quels sont les facilitateurs d'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'on va apprendre et donc organiser des environnements apprenants. Je nous ai recité mon appartenance au Forum français pour la formation à distance récente et je m'intéresse à la question de la multimodalité pédagogique avec une combinaison du numérique dans les espaces apprenants. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Pour vous, en ce moment, j'accompagne une démarche qui est en cours Transform Craft en Learning Lab avec le super accent toulousain qui vise à accompagner des CFA du centre à modifier les centres ressources en justement Learning Lab avec une modification des espaces. Pascal Michet donc, vient de se présenter, sera co-animateur avec moi de l'atelier. Vous pourrez l'interpeller tout à l'heure sur ses compétences. Alors, nouveau contexte, il est intéressant juste de resituer le fait que tout un chacun, nous, mais pas uniquement les jeunes, avons des besoins d'apprentissage et des modalités qui s'inscrivent beaucoup plus dans les réseaux sociaux, qui ont besoin justement d'échanges et qui remettent en cause la notion d'expert ou la source légitime des savoirs et qui a besoin de confronter par la discussion et les apprentissages rapides de type tutoriel le besoin immédiat que j'ai d'apprendre. On peut se poser la question de est-ce que si je suis connectée, je me sers pour autant de l'outil pour être apprenant? C'est une des questions qui se posent, vous le voyez, quand on met en place ces démarches-là. Cette façon d'apprendre aujourd'hui nous amène à mettre en avant quelques considérations sur l'apprenant qui ont déjà émergé, alors on l'a vu dans la conférence de ce matin avec les modèles de Freinet, mais qui renforce, si vous voulez, ce qu'on peut appeler l'apprenance, portée par Philippe Carré et qui sera développée par Denis Chrysol dans sa conférence post-repas. Ces modèles-là insistent sur la capacité qu'aura l'individu à s'auto-diriger avec le problème que ça pose et qui renvoie à ma possibilité de me relancer dans mes projets quand je suis en perte finalement d'énergie, ceci nécessitant une compétence d'autodirection qui n'est pas forcément partagée quand on va proposer des enseignements numériques, ou en tout cas des modalités numériques. Cette nouvelle centration sur l'apprenant invite finalement les formateurs à prendre en compte les stratégies d'apprentissage et à imaginer, ou en tout cas à faire en sorte
que tout ce qui est appelé kinesthésique, donc la mise en mouvement du corps dans l'espace, sera un vecteur d'apprentissage. On sait aujourd'hui que le micro-mouvement, si j'ai envie de parler avec quelqu'un et que je suis coincée par une chaise, ou le macro-mouvement qui me fait déplacer pour faire des affichages, sont des vecteurs à prendre en compte dans l'apprentissage. Donc, si vous voulez, la combinaison nouvelle façon d'avoir envie d'apprendre et nouvelle façon de former sont des terreaux qui vont me faire penser autrement cette question des espaces. Qui plus est, on réaffirme, et on pourrait dire que c'est quasiment le modèle de l'alternance, que je vais acquérir une nouveauté. Si j'arrive à l'ancrer dans quelque chose qui a du sens pour moi, donc dans un passé, et si j'arrive à la projeter dans ce que l'on appelle surtout le sentiment d'utilité perçue. Donc on est vraiment dans une centration apprenant et une centration compétence, comme d'ailleurs la nouvelle loi le précise. Les modalités de formation elles-mêmes évoluent vers ce que l'on peut appeler la multimodalité, pas uniquement numérique justement, mais comme étant une combinaison des différentes modalités d'apprentissage qui viennent faire se rencontrer les lieux, les situations, les supports et les outils. Et ce qu'on pourrait appeler cette valse de la multimodalité nous permet de retrouver le papier, crayon, cartonnette, j'appelle ça moi les pédagogies cartonnettes, comme on peut les combiner avec des supports plus numériques. Oh oui, ça ne nous a pas été demandé, mais éventuellement. Vous pouvez faire des photos sinon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette valse de la multimodalité, c'est bien d'arriver à construire une ingénierie apprenante. Et cette vision de la multimodalité, elle est intéressante parce qu'elle permet de battre en brèche ou en tout cas relativiser la centralité du numérique dans le mix formation. Cette question-là est corollaire avec ce que je demande aux apprenants en matière de numérique et les démarches en français avec l'accent de Bring Your Own Devices invitent l'individu à amener son matériel dans les nouveaux espaces d'apprentissage et pas forcément à équiper justement les CFA de nouvelles salles informatiques. Elles incitent l'individu formateur à s'adapter au matériel que pourrait amener l'apprenant, avec tout un tas de questions que ça peut poser. Mais elles posent surtout, et c'est intéressant, la question des circulations libres dans les espaces, les questions d'accessibilité dans des horaires et des espaces qui n'étaient pas prévus pour, avec équipement par exemple de puces RFI pour pouvoir accéder à des espaces en dehors des heures classiques de travail. Et une demande émergente des apprenants de pouvoir travailler le dimanche et en soirée pour faire des productions qui leur sont demandées. Donc on a une poussée des usages et une modification des temps et des espaces de formation portés et par l'apprenant et par les nouvelles conceptions de l'apprentissage qui nous invitent à ouvrir, à proposer ce que l'on peut appeler des espaces flexibles et diversifiés. Autre paramètre nouveau qui apparaît outre les pédagogies et les technologies, c'est l'investissement par les apprenants des lieux que l'on appelle informels, type couloir, cafétéria, salle vide, où on va constater une espèce de migration de l'apprenant vers ces lieux vides qui n'étaient pas fonctionnalisés pour en faire des lieux d'auto-apprentissage. Donc vous verrez qu'on est en train d'élargir les couloirs, de mettre de la Wi-Fi et d'installer des prises dans des endroits qui n'étaient pas dédiés à l'apprentissage. Ceci s'appuie finalement, on l'a évoqué ce matin assez rapidement, sur un changement de relation formateur-contenu où on était majoritairement sur des démarches descendantes. Cet équilibre, vous allez le voir, s'est modifié puisque le formateur, lui, était en relation privilégiée avec le contenu. Et on attend de lui aujourd'hui qu'il mette en place finalement cette triangulation contenu-participant au pluriel par plutôt des postures de facilitation et surtout de scénarisation pédagogique qui vont donc se déployer ou pas dans les espaces et par le fait de privilégier tout ce qui sera résolution en équipe avec un numérique intégré à ces travaux collaboratifs. Alors, qu'est-ce que ça donne
dans les espaces. Donc vous voyez, on a des espaces comme ça qui, en 1900, étaient installés comme ça, en 50 aussi, et peut-être en 2019 aussi. D'accord, le noir et blanc n'aide pas, mais finalement, et quand on se regarde dans cette salle, les configurations, quand je garde les dimensions transmissives, donc, que peut changer? Alors on a organisé les choses comme ça, puisque finalement, il est aisé de distribuer le même contenu à une foule d'individus qui, peut-être, transforment le savoir en compétences. C'est une hypothèse. Je vous ai mis cette photo parce qu'on m'a demandé d'intervenir dans un congrès universitaire sur justement les espaces flexibles. Et quand j'ai voulu aménager la salle, j'étais dans cette salle. Et quand j'ai voulu bouger les tables, voilà comment elles étaient dessous. Donc, parfois, les grands rêves d'aménagement d'espace avec les meubles que l'on a sont même limités. Comment la logistique entrave la pédagogie. Alors, le premier progrès a été le U, mais on se rend compte que le U va permettre de participer à l'interaction avec le formateur, mais pas d'être dans les pédagogies actives dont on attend qu'elles permettent un effort de résolution. La différence entre activité et interactivité. L'interactivité, on va être en interaction sans forcément un effort de résolution qui sera la caractéristique des pédagogies actives. Alors, on commence à introduire la circularité qui permet les échanges, et cette circularité se traduit par de nouveaux types de mobilier créés par une boîte américaine qui maintenant, les Français s'y mettent, qui permettent, vous le voyez ici, de déposer ses propres affaires et d'être en mobilité. L'intérêt, outre le confort pour le participant, c'est que l'on va configurer, reconfigurer les espaces en fonction des intentions pédagogiques, et on peut mettre en format classe, si vous voulez, comme on peut mettre en îlot. Donc je nous ai mis la photo des Français, puisque c'est intéressant de voir que c'est un marché qui fait émerger le matériel que l'on n'avait pas jusque-là. On commence à intégrer tout ce qui va créer une dynamique avec les manches debout où, comme son nom l'indique, je suis dans un temps rapide de décision et de prise de contact sur des projets. Jusqu'à un autre usage, alors c'est intéressant, on parlait ce matin des tableaux, des espaces d'écriture et d'affichage où le corps est moins attendu dans une immobilité, mais on va le laisser finalement participer de la production des traces. Ça signifie que dans l'espace que vous allez organiser, il y a la possibilité, on a le droit d'écrire sur les murs, ce qui est antinomique en même temps avec le rapport qu'on a au mur. Ils nous servent de créativité, de support de créativité, mais surtout de traces et d'élaboration progressive du raisonnement tout au long d'une formation. Et on se rend compte que finalement, ces médiateurs de l'apprentissage ont émergé progressivement, on le voyait ce matin, par rapport à des besoins repérés. Même si un des derniers médiateurs, c'est le TBI, on se rend compte qu'il a beaucoup plus de mal à s'implanter, lui, dans les environnements d'apprentissage, parce qu'il a sans doute manqué, je pense en particulier, de connaissance du potentiel du TBI comme étant un possible pédagogique dans la fameuse multimodalité dont je parlais tout à l'heure. Donc on est avec des TBI qui resservent de tableaux blancs. On aura l'occasion d'en parler si c'était le cas. Réémergent les petits tableaux qui étaient nos ardoises de l'école primaire, où pour les individus, quand on leur propose des situations d'interaction, la production de groupe aura besoin de petits tableaux, de façon à partager dans un espace qui dépasse la page. Les suspensions au plafond émergent aussi de façon plus minoritaire parce qu'elles permettent d'avoir un affichage des productions dans un espace qui du coup est vécu en 3D et pas uniquement à plat, et qui va permettre par les participants des circulations entre les productions et des commentaires qui sont autre chose, ce qui est un autre vécu de l'espace que les murs. Des objets eux-mêmes permettent de tracer, d'afficher et d'être rangés. Donc voyons, on voit là déjà que commence à émerger la multifonctionnalité des supports qui jusque-là n'étaient que des tables pour poser des objets d'apprentissage. Et puis regardez le jeu de mots avec la remarquable, table remarquable sur laquelle on peut remarquer des choses,
réécrire, et table que je peux démonter et monter. C'est une société parisienne qui travaille là-dessus. Et on va vers l'implantation dans les lieux de tableaux numériques interactifs, mais aussi vers une réorganisation des espaces. Donc on va voir comment ça se passe, outre les objets mobiles, comment se repensent les espaces. Alors il y a des pensées de type moins étanchéfier les lieux et les temps de pause et de travail. Et là on est sur ce que l'on va appeler un nouveau design spatio-temporel des temps d'apprentissage. Spatio-temporel, puisque du coup, les endroits ne sont pas forcément étanchéfiés par des murs, et temporel, puisqu'on va de plus en plus intégrer les temps de pause dans les temps de production de groupe. On ne va pas forcément mettre une pause pour tous à 10 heures, mais on va commanditer une production sur 1 heure, pause intégrée. Donc, les espaces viennent entrechoquer, s'articuler avec l'ingénierie qui est en train de se mettre en place dans les lieux de formation. Des lieux eux-mêmes vont vers ce qu'on appelle la fonctionnalisation des espaces qui retrouvent des dimensions de convivialité, de chaleur et d'intimité qu'on retrouve dans les lieux de co-construction. Et on va naviguer dans ce qu'on a vu jusque-là entre des espaces organisés pour être transmissifs jusqu'à des espaces que je veux facilitant la circulation, la fluidité et les travaux collaboratifs. Donc la migration qui a été faite dans les environnements d'apprentissage, dans l'ameublement des environnements d'apprentissage, passe du transmissif au collaboratif. Quand on le regarde d'un point de vue plus macro, on a des travaux d'organisation des espaces qui dépassent juste l'agencement des espaces. Et il y a un gros travail qui est fait au niveau européen sur la classe européenne du futur. Vous l'avez ici cité, vous le retrouverez sur Internet, où là, les lieux sont fonctionnalisés par rapport à l'intention pédagogique d'usage. Donc, on va avoir des espaces d'interaction, des espaces de production. Mais vous voyez ici, on a aussi des espaces où on va filmer des productions avec des systèmes de murs verts et où l'apprenant sera invité à produire des ressources numériques de type film qui seront réinjectées dans le système de formation et proposées aux apprenants eux-mêmes. Donc, le lieu tel qu'il a été créé là a pour fonction de traduire dans l'espace la multimodalité que j'évoquais tout à l'heure. Et l'apprenant est un individu producteur de connaissances qui seront réinjectées dans le système d'apprentissage. C'est clair ça ou... Donc, ce travail-là vise, lui, à fonctionnaliser les espaces par rapport aux intentions d'usage. Photo. Vous le trouverez théorisé sur les grandes compétences de demain sur Internet sans problème, avec une version, là vous voyez, plutôt commentée de la façon dont ils imaginent utiliser les espaces. Les derniers travaux dans l'éducation nationale français, Archiclass, c'est un projet qui est en cours. On fait un travail, je trouve, assez intéressant où, outre l'anticipation du rôle des espaces, ils ont en plus donné des appellations plutôt amusantes et harmonisées, et où les pictogrammes qui sont utilisés là sont aussi utilisés pour taguer les espaces que vont utiliser les apprenants. Donc vous voyez là, dans ces 2 projets, on est sur je fonctionnalise les espaces par rapport à une intention d'usage. Donc j'ai réaménagé en ayant d'abord fait une analyse de ce que je veux en faire. On va avoir des configurations presque qui pourraient rappeler les classes de maternelle qu'on avait avant quand on était petit, où finalement il y a des coins qui ont une fonction prédesignée. Deuxième courant qui pourrait s'opposer, on pourrait le voir comme ça, c'est un courant qui vise non pas à pré-fonctionnaliser les espaces, mais au contraire à les défonctionnaliser. Ici, vous voyez, ce sont des tables qui sont accrochées au mur, un petit peu comme on pourrait le faire pour une scène de théâtre. Finalement, elle est vide, et en fonction de ce que je veux y mettre en scène au niveau de mon scénario pédagogique, je vais occuper l'espace par rapport à mes intentions. Donc là, ça nécessite des espaces vastes,
mobilisables et des meubles que je peux déplacer vers, vous voyez, une refonctionnalisation des espaces où des zones dans cet espace sont utiles en fonction du scénario pédagogique. On est vraiment sur deux logiques en ce moment qui ne s'affrontent pas, mais en tout cas qu'il est intéressant de réfléchir. Ça vous intéresse de savoir comment ça bouge au niveau des universités? Alors, au niveau universitaire, on a vraiment une modification dans la conception des amphis. Vous voyez, il est plutôt en arrondi, là, l'amphi. Les amphis sont beaucoup plus petits et ils ont un autre usage que les fameux cours transmissifs massifs descendants, puisqu'on veut pouvoir utiliser la classe inversée, donc ici des débats. Alors sur cette photo, on ne le voit pas bien, mais on va avoir des écrans, vous allez voir autour, dans l'amphi, tout autour de moi. Ici, j'ai des écrans muraux. Et là, on ne voit pas les sièges, mais imaginez, c'est l'INP à Toulouse qui vient d'être fini, que vous avez des sièges, regardez, je fais bien, qui montent et qui descendent, ce qui vous permet ici de travailler face à face et face au groupe qui est derrière. Donc, on a, vous voyez, une possibilité de transformer en lieu interactif un lieu qui était fait pour du transmissif, parce qu'on est en train de migrer finalement dans le modèle pédagogique. Des salles de cours où on trouve les caractéristiques que j'ai énoncées tout à l'heure, finalement avec des îlots collaboratifs, des écrans de production et des tableaux de production. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'innovation des espaces apparaît un mélange numérique intégré, mais aussi papier, post-it, écriture, mouvement, maquettage. Et on n'est pas sur le tout numérique remplace les environnements d'apprentissage, mais la multimodalité vient servir les apprentissages. On a, vous voyez, ça c'est une table qui permet à chaque participant de produire sur son ordi et de faire un partage d'écran par rapport à sa production, de façon à mettre au collectif la production qu'il a pu faire sur son propre outil numérique. Et chacun, les démarches de BIOD, donc Bring Your Own Devices, amène son propre ordinateur qui ensuite est connecté à l'écran central. Les lieux qui n'ont pas une utilité pédagogique commencent à être utilisés. Alors ça, c'est intéressant à réfléchir dans les établissements, puisque là, on est sur un hall d'école d'architecture qui est le hall d'accueil et qui, en fonction des projets, sera fonctionnalisé en atelier de maquettage. Donc, la réflexion aujourd'hui se porte sur quels sont les différents espaces dont je dispose dans mon CFA et comment je peux les fonctionnaliser autrement que l'usage que j'en avais imaginé au démarrage. Donc, c'est aussi des démarches un petit peu économiques en énergie et de réutilisation de ce que j'ai pour en faire autre chose par rapport aux usages. Alors là, je nous ai mis, vous le retrouverez, les Québécois se sont posé la question, je l'ai mis à cause de l'année, regardez, 2013, on pourrait se dire, waouh, on est en train de réfléchir aux espaces, nous maintenant. Et eux, en 2013 déjà, ils faisaient une étude comparative sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, sur cette question des espaces et des pédagogies. Et ce que j'ai trouvé intéressant, ce n'est pas pour prendre tout ça en compte, mais ils ont mis une douzaine, 14 indicateurs d'espace qui, pour eux, facilitent les apprentissages. Et ils ont construit, si vous voulez, ces classes actives d'apprentissage en se dotant de matériel et de matériaux qui soient en cohérence avec les indicateurs qu'ils avaient présagés comme étant facilitant les apprentissages. Et ensuite, ils ont regardé ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, au niveau de ce qui ne marche pas, par rapport au matériel, on retrouve nos fameux TBI que les enseignants estiment difficiles à utiliser et tout ce qui est autour du faible équipement des salles. Quand je parlais des prises et de la Wi-Fi, c'est où est-ce que je rebranche mon ordi? Est-ce que la Wi-Fi passe? Et ça sera des limitateurs d'apprentissage quand je veux qu'il y ait intégration du numérique dans des travaux collaboratifs. Par contre, au niveau pédagogie, ça je trouve ça très intéressant, quand on leur demande des travaux trop faciles, que le transmissif remplace le collaboratif, comme je suis en train de faire là magnifiquement, et que le groupe n'est pas régulé, l'enseignant a tendance à être autoritaire qui plus est.
Donc, ces salles actives d'apprentissage perdent tout leur intérêt. Donc, je trouve assez visible et fort l'articulation dans leur recherche entre scénario pédagogique et lieu que j'utilise par rapport à un scénario pédagogique. En résumé, si je veux faire une conférence, je ne vais pas dans une salle active d'apprentissage. Les espaces virtuels, eux, émergent dans ces espaces numériques, justement, et nous permettent d'aborder des situations complexes, plus complexes qu'en réalité, puisqu'on va être immergé sensoriellement dans un monde où je vais pouvoir gérer des erreurs. Et juste regarder la photo que je nous ai mis après. Voilà un outil dans un lieu très innovant à Toulouse aussi sur la réalité virtuelle, où ceci, à votre avis, c'est quoi? À part quelques cartons collés. C'est une vraie fonction, hein? Pas des barrières, autre chose. Alors, c'est tout simplement, je vous le dis. Ouais, ce sont des cartons pour marcher et surtout avec l'élasticité du carton, avoir la sensation que quand je suis au bout de la planche, peut-être, quand je vais sauter dans le vide, j'aurai la sensation corporelle attendue. Et même chose avec le ventilateur. OK ? Donc, j'ai dit, mais pourquoi vous ne le faites pas mieux? On m'a dit, ah non, non, c'est parfait par rapport à l'expérience immersive qu'on veut proposer aux gens. Donc, je laisse la parole à ce qui se fait aujourd'hui, justement, dans le réseau. Voilà, en termes d'exemple, le 3SA vient de lancer un projet collaboratif, c'est-à-dire qui est fait pour le réseau, mais surtout avec les gens du réseau, pour mettre en place une plateforme contenant des modules de formation, réalité virtuelle, réalité digitale. Et l'idée, en fin de compte, c'est de pouvoir proposer aux équipes pédagogiques des modules qui peuvent être utilisés aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. L'idée de départ, c'est de pouvoir travailler avec la plateforme LMS qui s'appelle Aptis. C'est la plateforme LMS qu'on met à disposition du réseau à partir de septembre prochain. Il y en a qui sont déjà en phase de test dans les CFA. Et donc de mettre en relation cette plateforme AR/VR pour que les formateurs puissent, de façon constructive, concevoir des modules de formation, plutôt des parcours de formation avec des modules divers. On va peut-être passer à l'écran suivant, voilà, avec le petit schéma, c'est plus facile. Donc le formateur qu'on peut voir comme un concepteur de formation, dans de la multimodalité, peut effectivement être amené à utiliser la plateforme, à construire des modules, mais aussi à utiliser cette plateforme AVR pour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier de situations d'apprentissage qu'on ne peut pas avoir au CFA et de l'utiliser dans des modules de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, en mettant les gens de façon immersive dans des situations. Donc ce travail a déjà commencé en 2 temps. Il y a un premier temps qui est en fin de compte la structure de la plateforme, qui va être totalement en lien avec Aptis. Et donc, le formateur, quand il ira sur cette plateforme, pourra retrouver par filière, par métier, des modules qui seront mis à disposition. Donc ça va être fait au niveau national. Donc il y a déjà un premier travail qui est fait sur la fabrication de modules. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sont en fabrication, dans 4 filières différentes. Et l'idée, c'est d'utiliser les compétences des formateurs dans nos CFA, et surtout avec un premier objectif, c'est l'intérêt pédagogique que va avoir ce module. Donc l'idée, c'est de bien déterminer l'intérêt, de scénariser ce module et de le concevoir avec une société qui est spécialisée dans ce travail. Donc voilà où on en est aujourd'hui, voilà un peu l'idée. L'objectif, c'est qu'on puisse déjà avoir à disposition fin d'année 2019 ces modules au niveau national. Sachez aussi que sur notre plateforme Aptis, il y a aussi un niveau régional. Donc il y a certaines régions qui ont commencé à développer des modules réalité virtuelle et réalité augmentée. L'idée, c'est peut-être aussi de faire bénéficier la collectivité, le réseau de ces modules qui sont destinés au niveau national. Donc là, ce qui est intéressant à regarder, c'est que le bénéficiaire de la formation peut être à la fois dans un parcours digital, peut être un apprenant, je dirais, classique, en formation d'alternance, en contrat pro, ou carrément une personne, une entreprise qui aurait besoin de compétences. Donc ça peut être de la formation santé, circuit au travail, ça peut être une formation bien précise qui peut être montée dans ce sens. Et le formateur peut aussi à la fois faire cette formation en deçà de ses parcours quotidiens avec ces jeunes. Donc c'est double utilité pour les modules. Voilà où on en est aujourd'hui. Juste, je voulais vous montrer la différence de représentation qu'ont
excusez-moi, les gens dans la rue, tag dans la rue à Paris, sur la réalité virtuelle, on me dit que c'est pas très joyeux, ouais. Mais c'est les représentations qu'ont les gens. Et le projet, justement, de rendre les choses au niveau de la formation. C'est l'approche un peu plus commerciale pour le coup. Là. Voilà. Alors finalement, vous voyez, ce qui me semble important, c'est qu'on peut avoir tendance à vouloir refabriquer les espaces d'abord en disant je vais créer un CFA attractif avec de la circulation, de la fluidité, quelque chose d'accueillant. Or, moi, je me rends compte en encadrant les équipes qu'il est intéressant d'avoir d'abord un travail sur l'anticipation de l'usage des lieux et en particulier donc, qu'est-ce que vous voulez créer comme ingénierie, finalement, et comme circulation dans cet espace, de façon à ce que ça puisse accueillir des pédagogies qui soient actives dans le sens du raisonnement et interactives dans le sens du collectif, dans lesquelles on va intégrer le numérique et pas forcément créer des salles numériques. Donc, ça va poser vraiment la question de la pédagogie que je veux faire vivre dans ces lieux avant d'en penser radicalement la reconfiguration. Et on se rend compte que ce chemin, si vous voulez, de l'usage à l'espace fluide va finalement permettre un léger mouvement accentué vers des pédagogies actives quand les formateurs avaient tendance à être encore très descendants. Et pour finir, il s'avère que l'innovation dans une structure, ce n'est pas une histoire de héros, même si souvent il y en a un chez vous qui dit « Waouh, moi, génial, je voudrais qu'on change les espaces ». Et on se rend compte que cela a tout intérêt à être porté, en particulier par l'équipe de direction, en fonction de la vision et de la concentration ou centration que vous avez sur l'élève ou sur l'apprenant, la façon dont vous allez faire travailler ça en collectif et comment vous connectez sur les partenaires externes. Et ces ingrédients-là, en fait, vont faciliter les mouvements et les changements dans les espaces. Et voilà. C'est bien, on va avoir un petit peu de temps pour vous faire travailler. Ce qu'on vous propose avec Marie-Christine, par rapport à ce qu'on a, ouais, c'est bien. Par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, l'idée c'est de vous mettre en phase de réflexion. On va vous donner des petits post-it. Et l'idée, en fin de compte, c'est aujourd'hui par rapport à vos établissements, alors je ne sais pas s'il y a des formateurs dans la salle, par rapport à vos quotidiens aussi, qu'est-ce que vous changeriez en priorité? Donc l'idée, c'est de vous les faire noter sur des petits post-it et puis qu'on puisse les mettre sur un petit mur d'expression. Qui arrive, il est là. Hein. J'ai épuisé mon quota. C'est raté. J'ai épuisé mon quota. C'est raté. La couleur? Ah oui, j'ai vu qu'il y en a que 3. Il y a du rap pour ceux qui en veulent. Donc l'idée, c'est d'avoir ce que vous auriez envie de changer à partir de ce qu'on a dit et qu'on puisse échanger autour de vos post-it. Ça peut être des questions, ça peut être des choses. Stylo, vous savez? Oui, oui. Tout le monde a des stylos? C'est à nous, ça. Et par exemple,
Donc une idée par post-it. N'hésitez pas quand vous avez plusieurs, venez déjà les positionner, les organiser. C'est là qui vont se retrouver plusieurs fois. Non dédié. Ça serait peut-être bien que vous puissiez préciser pour quel endroit. Est-ce que c'est une salle? Est-ce que c'est un établissement? S'il y a des choses qui sont plutôt spatiales, c'est peut-être intéressant de spécifier où va se situer cette évolution du changement. Ce qui permettrait, on est capable d'escalader tous les équipements, ce qui permettrait une meilleure adaptabilité dans le cadre du centre de formation. Oui, donc allez-y, quand vous en avez, on en parlera de là. Allez, carré. On en parlera en étant devant le mur, comme ça on pourra voir. Ce que je te propose, c'est alors qu'on met déjà en plein milieu une salle, tu regardes dès l'instant où l'idée est la même, tu la mets en proximité, si c'est totalement différent, tu le mets à l'opposé. D'accord? Ça va avec ça, voilà, mais rajouter. Donc essayez de retrouver si vous ne pouvez pas ouvrir, vous les mettez ailleurs. Moi, je colle plus de post-it. Mais si, tu es dans l'endroit où je cette année. Ah, tu te fais remarquer quand tu prends un verre. Parce que ça reste chez toi. Bah, tu regardes où tu le mets, tu regardes s'il y a déjà des choses qui correspondent à ce que tu as mis. On essaye de regrouper un peu les idées. Espace non dédié, meilleure adaptation de formation. Espace non dédié, donc ça va compte. Non, d'accord. Non, on n'a pas. Nouvelle catégorie. Sacré une catégorie. Autre idée. C'est trop bas. Tu veux préciser? Est-ce que tu veux préciser? Là, moi je suis initié, je veux savoir ce que ça veut dire, mais il y a des Vous m'attendez déjà une question. C'est ce que tu veux. Les surfaces verticales. Trois mots. Ouais, si, c'est un peu ça quand même, ce qu'on a fait. C'est les murs, la surface verticale. Si, Alors, qu'est-ce que tu as? Ah, tu vois, ça se trouve. un peu avec ça quand même. Tu réorganises un peu, Avec les oui. murs, quand même. De quoi? Non, non, non. Non, c'est un espace non Ouais, mais dédié. là, t'as des- Ouais, mais là, c'est peinture au mur. Ça veut dire que t'effaces. Utiliser surface verticale, c'est pas le même esprit pour moi. Ouais. Aménager les espaces. De quoi? Les espaces pour. Les temps de pause individualisés, notamment au craft. Ok, d'accord. Alors, faire tomber les murs. J'ai pas mis atelier énergétique, c'est pas au bon endroit. Faire tomber les murs, l'espace de formation. Tomber les murs, c'est affiché, hein. Faire tomber les gadgets. On va le mettre là-haut. Tac, à côté. Parfait. Alors, organiser des espaces, ateliers. Ce serait plutôt là-bas, espace non dédié, ouais, c'est ça, t'es un peu là-dedans. Attends, on va le mettre sur le jaune parce qu'on voit rien. T'inquiète pas. Ça fait orange, t'as vu, c'est super. Magnifique. Systématisation des quoi? Et sur du numérique, virtuel. Donc ça serait plutôt là. Regarde, ça va te répondre à ça. On en parle? Vous nous racontez Ouais. un peu ou on voit quelles sont les zones? Je peux piloter? Ouais, Allez, je pilote. Alors, il semblerait qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Déjà, l'axe central sur les mobiliers. Hein, il semblerait que ça attirait votre attention, toute la partie mobilier. Amener de la mobilité dans les espaces à travers le mobilier mobile. Effectivement, c'est des choses qu'on n'a pas trop occasion de voir dans les CFA. C'est pas trop monnaie courante. Alors, je
reprends ce que dit Jean-Michel, un peu trop peu, effectivement. Donc c'est peut-être des choses effectivement qu'il est intéressant de voir prochainement. Après, il y avait une question qui est intéressante par rapport à ça, c'est aussi justement sur la mobilité des mobiliers. On peut se poser la question, je ne sais plus qui est-ce qui a posé la question, c'est en fin de compte les ordinateurs aujourd'hui, puisqu'on parlait de PC. Si on a des postes fixes, là, le mobilier mobile, voilà, ça va être compliqué. Alors est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir du mobilier portable, hein? C'est une question. Je sais dans certains... Oui, les ordinateurs portables, tu as raison, effectivement. Tu viens avec ta table, autrement. Ce qui est intéressant, c'est que certains établissements, maintenant, demandent, en fin de compte, aux jeunes qui viennent en formation de venir avec une tablette personnelle ou un ordinateur portable. Donc, c'est peut-être ça, au final, l'avenir aussi pour les établissements, parce qu'on a bien vu ce matin qu'il y allait avoir des coûts aussi d'investissement dans tout ce qui est mobilier. Donc c'est peut-être aussi l'idée de participer, de faire participer des jeunes qui sont en formation un petit peu supérieure, peut-être d'autres moyens que des jeunes qui rentreraient en formation. Après, on a systématiser l'utilisation du numérique et visuel, téléphone, portable, perso. Hein. Donc effectivement, aujourd'hui, ça commence à un petit peu émerger dans les pratiques, dans les organismes de formation, c'est utiliser le téléphone portable dans des moments de recherche. Hein. Internet est là pour ça, donc effectivement, dès l'instant où on a un Wi-Fi qui marche ou autre, c'est utile de pouvoir faire participer les jeunes. Il ne faut pas avoir peur de leur faire confiance. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est peut-être plus dynamique d'aller rechercher quelque chose sur Internet, même si après, il faudra valider ce qui est dit, que d'aller sur un document papier où il y a 50 pages et on doit faire une recherche énorme pour trouver la bonne solution dans 50 pages. C'est peut-être mieux d'être plutôt proactif et d'aller la chercher, la solution. Donc effectivement, on a de plus en plus ces pratiques qui se mettent en place. Alors, autre chose aussi qui tourne autour du CRAF. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est dans la salle que les CRAF, hein, les centres de ressources et d'aide à la formation, qui se trouvent dans les CFA de notre réseau. Donc c'est un espace dédié à accompagner les jeunes et on essaye d'avoir des espaces un petit peu variés. Bien souvent, on y retrouve un espace où on a des ordinateurs, un espace où on peut avoir de la documentation ou autre. Donc l'idée, c'est peut-être de réaménager cet espace, hein, c'est ce que je lis là, afin d'avoir la possibilité de mieux individualiser les pratiques dans ces espaces. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est porteur. Donc je pense que c'est que des gens du réseau qui ont mis ça, mais tout de suite, ça interpelle. Autre chose aussi, alors là, c'est carrément radical, hein, c'est faire tomber les murs. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on met derrière, faire tomber les murs. Ça veut dire avoir des espaces plus grands. Je ne sais pas qui est-ce qui a mis ça. Michel, oui. D'accord. D'accord. Oui, il y a peut-être un... Non, parce que c'est enregistré. Voilà. Et donc, oui, l'idée, c'est en effet d'accroître la dimension des espaces, de faire tomber le mur. Voilà. En fait, j'ai perdu le film. Oui, je disais qu'à casser les murs, c'est pour avoir plus d'espace, en fin de compte, et les organiser de façon un peu plus modulaire. Hein. Alors, il y a autre chose aussi. Oui, ça peut peut-être passer. Des CFA qui sont un peu vieux, donc 2 apprentis par box à faire la même chose. Donc l'idée, effectivement, c'est on fait tomber les murs, on rend quelque chose de modulable. On parlait que les jeunes devaient être en mouvement, voilà, des pôles de compétences. Oui, puis on peut varier les situations d'apprentissage. Électricité, il y a certains ateliers qui permettent d'avoir une organisation modulaire et faire tomber les murs et d'avoir 15 gosses qui font la même chose au même moment, en même temps. Alors c'est vrai que les locaux, des fois, ne le permettent pas, malheureusement. Hein, pour les très anciens CFA, il faudrait vraiment recasser. Mais on a restructuré les CFA il y a quelques temps et on a intégré cette dynamique-là autour des zones un petit peu plus modulables dans les ateliers. Alors, mur en peinture Velleda, on a vu que ça intéressait des gens. Effectivement, c'est des choses qui... voilà, on parle un petit peu des fois d'approche paradoxale. Là, c'en est une. Hein, on va dire aux gens, surtout, n'écrivez rien au mur. Et là, on va dire aux gens, allez-y, exprimez-vous. Donc, ça peut être intéressant de savoir. Moi, ce que je ne sais pas, c'est comment on efface derrière. Est-ce qu'il faut revenir mettre un coup de peinture? Est-ce qu'il y a une éponge magique?
Il y a une boîte allemande qui s'appelle Milky Wall, avec un jeu de mots sur Milky Way, et qui a donc fabriqué cette peinture Velleda. Donc des lieux de formation un peu innovants qu'on peut louer en formation continue sont équipés de ces murs-là. Donc c'est l'équivalent d'un tableau Velleda, sauf que vous avez peint le mur entier en peinture Velleda. Donc vous l'effacez avec un effaceur Velleda. Ok. Alors plus généralement, effectivement, ici, il proposait l'idée d'utiliser des surfaces verticales. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas mal dans les centres de formation. C'est vrai qu'on a appris aux gens à utiliser les espaces qui sont les leurs. Hein. Bon, il y a des tableaux, il y a des paperboards. Ça, c'est des choses qui sont généralement utilisées. Et puis, ça peut permettre aussi de valoriser le travail des apprentis à un moment donné. Hein, comme on l'a fait avec vous, là, bon, on a fait un métaplan. En un coup d'œil, on voit le travail qui a été produit par le groupe. Donc, c'est des choses aussi qui sont couramment enseignées auprès de nos apprenants et nos formateurs. Poursuivre l'aménagement des halls et îlots. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui. L'idée, c'était, en fin de compte, poursuivre. Il y a déjà des choses qui sont on a commencé à mettre dans un grand hall d'accueil. Et on a commencé à mettre une table ronde avec une petite chaise patriote. Et on s'aperçoit que les élèves viennent systématiquement aux heures de pause, tout ça. Bon, ils ont leur portable et on pourrait imaginer d'avoir justement de créer plusieurs points de ce type-là de façon à ce qu'ils puissent travailler. On voit bien dans les halls de gare, en fin de compte, ça se propage, le hall de gare, mais il faut qu'il y ait du Wi-Fi, il faut qu'il y ait quelque chose. Ils sont leur téléphone, ils ont le Wi-Fi sur ce hall, voilà. donc ils peuvent accéder à Internet et d'autres... Après, ah oui, effectivement, des droits, cafétéria, effectivement, excellent. Alors là, on avait... Oui, je t'en prie. Par rapport à ce que je disais en aparté, là, sur les espaces informels, là, nous, on va travailler à Toulouse sur... j'ai répondu avec un cabinet d'archi qui, à mon grand honneur, a été retenu pour faire du conseil, justement, sur l'usage des espaces pédagogiques. Et ils ont été retenus pour construire le bâtiment Isaïe Supaéro numérique à Toulouse, et avec un truc immense où justement la réflexion sur les amphis, etc. Mais tout ça pour dire qu'on a recalibré autrement la taille des couloirs. Pour que justement les couloirs, qui sont habituellement des lieux de passage uniquement d'un lieu à un autre, soient des lieux dont ils puissent se saisir. Donc c'est intéressant, oui, la réflexion sur comment les gens peuvent se saisir des lieux. Et pour ce faire, c'est la taille, les espaces possibles de pause avec soit des petites banquettes, soit des renfoncements de fenêtres où on peut se poser, et la Wi-Fi et les prises. Donc la réflexion, elle est intéressante autour de ça, parce que c'est de l'espace nu fonctionnalisable. Et on peut avoir l'autre, de l'espace fonctionnalisé avec des zones d'apprentissage. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas vu aussi tout à l'heure dans la présentation, il existe aussi des rails avec des potences. Et on peut déployer comme des satellites avec même des fois de l'air comprimé, des choses comme ça qu'on peut avoir dans une salle qui peut servir à plusieurs utilités. Donc ça, c'est des choses aussi qui commencent à se développer. Juste faire un petit zoom sur la salle du formateur d'études des constructions. Donc on a un digne représentant, Pierre. Tu peux nous expliquer en fin de compte quelle est ton idée ? Attends, 2 secondes, on va te... Voilà. Parce que là, il n'y a que des acronymes. Alors, il faut retravailler. C'est génial, tu as vu, tout de suite, ça marche mieux. Hein. Donc oui, il faut repenser également les salles de dessin avec, on ne va pas dire l'arrivée de la DAO, mais aujourd'hui, c'est quand même courant d'avoir plusieurs postes. Et dans nos CFA, on a simplement des salles de dessin, quoi. Donc peu à peu, il faudra retravailler ces salles avec peut-être des... Je pense qu'il y a un peu comme... Il faudra faire avec les centres de ressources, il faudra faire la même chose avec les salles de dessin. Des espaces pour lire des plans, des espaces pour pouvoir travailler en DAO. Voilà, je pense que c'est un travail de fond également. On a ici Willy Fessard qui s'occupe chez nous de toute la construction. Effectivement, c'est des choses qui existent dans les derniers CFA. On a carrément des salles systèmes qui sont dédiées à l'occupation d'apprentis sur des logiciels professionnels. Donc c'est vraiment dédié à ça. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qui sont déjà intégrées. Toutes les salles même. Point de vue en technologie, c'est pareil. Oui, en technologie, on pourrait avoir... La technologie, le dessin. Par contre, on n'a pas parlé d'un truc, c'est comment on contextualise toutes nos situations d'apprentissage. Parce qu'on n'a que du mobilier, là. De tout ce qu'on a vu, c'est de l'aménagement. C'est ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire que l'espace ne peut s'adapter qu'à des pratiques. On est d'accord. La contextualisation, c'est aussi ce qui manque, quoi.
moi, je me rends compte que pour faire progresser les équipes pédagogiques sur la saisie des espaces, il faut les faire démarrer par la scénarisation. Exactement. Et si on les fait démarrer par les espaces, on risque un peu l'échec du TBI. Il y a pas mal de lieux qui ont été de fait équipés de TBI sans qu'on ait eu un temps d'expérimentation des possibilités du TBI. Et donc, les gens, finalement, ne s'en servent pas. Je travaille, moi, avec un CFA agricole à Toulouse où on a démarré par améliorer les pédagogies actives dans le présentiel, puis intégrer le numérique dans le présentiel, puis se poser la question, dans ce numérique intégré au présentiel, des espaces et des mouvements dans les espaces. Le CRAF, qui ne s'appelle pas CRAF, étant intégré dans l'interdisciplinarité. Donc, en fait, le boulot pendant un an d'accompagnement de l'équipe pédagogique, par petits séminaires, vous voyez, progressifs, il était sur la pédagogie et la scénarisation. Et la question des espaces, elle a émergé parce que je l'avais en tête comme étant un paramètre de la multimodalité. Mais là, voilà, c'est un outil de la multimodalité. Ouais. Alors, un peu enfin au milieu, parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller se balader dans les espaces et de se dire qu'est-ce qu'on pourra en faire. Voilà. Alors, après, on peut aussi entrer par l'outil, c'est ce qu'on appelle en technologie l'affordance, c'est un magnifique mot de l'outil. C'est-à-dire que quand je me balade dans des espaces et que la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que je pourrais en faire au niveau pédagogique, alors j'ai d'autres idées. Donc, le mouvement, il va se faire par l'entrée par l'outil et l'affordance de l'outil et les idées pédagogiques qu'elle me donne, mais aussi les pédagogies actives, alors quels espaces différents elles nécessitent. Donc on a un double mouvement, l'entrée par l'outil et l'entrée par la scénarisation. Parce que si on attend trop longtemps d'entrer dans l'espace, c'est comme quand on nous fait faire des gammes au solfège avant de jouer et pendant des années. Donc aller visiter des espaces et avoir des idées pédagogiques, et bouger les espaces. On peut bien imaginer ce que tu viens de dire aussi avec l'idée de la plateforme technique, la partager, le plateau technique, espace professionnel Naudier. Effectivement, on a beau avoir un beau plateau, si on n'a pas scénarisé comment on allait l'utiliser, qui allait venir, avec quel objectif et avec quels moyens j'allais travailler, ça ne sert à rien, quoi. Donc effectivement, ça pose la question, pas uniquement de l'espace, mais aussi, surtout l'anticipation d'utilisation de ces espaces et l'importance de la scénarisation pédagogique qu'on y met derrière. Ouais, justement là-dessus, c'est vrai que en regardant les différentes photographies, la conférence, etc., on voit bien que l'arrivée des nouvelles technologies, ça n'a pas fait forcément évoluer la posture de nos formateurs et formatrices. Ça fait 100 ans qu'on fait globalement la même chose. On a eu beau changer les espaces de formation, leur organisation spatiale, en le mettant en U, c'était une innovation spectaculaire. Hein. En y mettant, non mais c'est absolument génial. Non, mais j'ai vécu. On a construit un nouveau CF en 2003 sur Reims, donc on avait des espaces comme ça en U. Ils ont eu vite fait de retourner à leur vocation initiale. Ouais, pas partout. Je pense qu'on n'a pas assez accompagné nos équipes, on n'a pas réfléchi à comment on pouvait faire évoluer la posture de nos formateurs et formatrices. On l'a vu avec les vidéoprojecteurs, ça a remplacé les rétroprojecteurs, que certains continuent à appeler rétroprojecteurs, parce qu'ils font la même chose. En fait, on fait des beaux PowerPoint qui ressemblent trait pour trait à ce qu'on faisait avec des transparents, quoi. Voilà. Et donc, on a mis des TBI, globalement, ça se passe pareil. Il y a un nouvel outil qui arrive maintenant, cette espèce d'écran interactif connecté. Alors là, pour le coup, ça apporte vraiment quelque chose. Et j'ai un peu la sensation, parce qu'on a un peu préparé le terrain, par exemple à Arche, avec ces outils qui arrivent, que ça peut produire une appétence. Et puis voilà. Mais enfin, si on ne réfléchit pas à comment accompagner nos équipes, y compris équipes de direction, à s'approprier ces outils in fine, c'est-à-dire avoir une autre posture, on va rater l'objectif. Et se pose la question de la formation et du temps donné aux adjoints pédagogues pour individualiser le parcours de formation de nos apprentis. Parce qu'en fait, tous ces outils, on voit bien que ça déstructure. Aujourd'hui, quand on se balade dans un CFA, globalement, entre 12 et 13, c'est souvent fermé parce qu'on ne veut pas que les apprentis s'y baladent. Le port de la casquette peut être interdit. Le smartphone, on n'en parle même pas. Donc on voit le défi en termes de comportement de nous-mêmes, de l'ensemble de nos équipes, par rapport à ce qu'on peut imaginer comme étant un CFA structuré différemment demain. Donc voilà, tout ça, ça interroge l'organisation, le modèle type. Et quand on voit un entrant, un instant T,
apprenti plutôt que stagiaire formation continue sur un stage de 3 jours, parce que c'est pas vraiment un sujet. En l'occurrence, ça me semble pas. Il entre en septembre, en octobre. Pour l'instant, on a bien compris qu'il n'y avait pas de session de sortie permanente, hein, impossible. C'est entrée permanente, pas sortie permanente. Ou alors il n'a pas compris la question, le monsieur, mais donc voilà. Reposé, hein. Reformulé. Ou alors il n'a pas voulu répondre à la question, mais enfin, en tout cas, ça sort au mois de juin, hein, on a bien compris, peu importe quand ça rentre. Donc tout ça pour dire qu'on a des parcours, on a des outils, de la FOAD maintenant, des environnements qui vont se prêter à plus de modularisation, plus de modularité, des jeunes qui devraient se promener un peu plus. Donc la notion de groupe s'efface quand même en partie. C'est-à-dire que le groupe, c'est un espace dans lequel on met des gens au même endroit pour y faire globalement des choses similaires, mais le groupe, il se structure, se déstructure en permanence. Voilà. Ça, c'est quand même une difficulté énorme pour l'adjoint pédagogique ou la personne qui est en charge de l'emploi du temps de chacun des apprentis du CFA. C'est très facile, enfin très facile, non, c'est déjà très compliqué, je termine juste là-dessus, je suis un peu long, mais c'est déjà très compliqué de gérer 60 ou 70 groupes ou 80 groupes d'apprentis pour un adjoint pédago. Imaginons de gérer 7 ou 800 parcours individualisés, quoi. Juste, on nous a dit de finir, évidemment. Vous voulez prendre la parole, peut-être ou... Non. Juste pour finir sur comment les faire changer. En fait, c'est ça la question. Aussi, les formateurs, vous, mais peut-être aussi accompagner le changement des formateurs. Je pense que ça se réfléchit en équipe de direction et par une anticipation sur au moins l'année scolaire qui suit. Au moins, c'est-à-dire qu'il y a des séminaires en général dans les CFA. Là, je vais en encadrer un à Albi lundi, qui est le séminaire de fin d'année pour présager l'année d'après. On va travailler sur l'innovation et l'équipe de direction n'avait pas, alors c'est pas bien de parler des gens qui ne sont pas là, mais j'ai discuté avec eux, n'avait pas forcément anticipé comment après ils allaient continuer à les faire travailler, l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que le séminaire d'une journée qui peut avoir toute son attractivité, son effet waouh, en fait, s'il n'est pas dans une stratégie d'accompagnement au changement, rend difficile après la modification des compétences pédagogiques. Voilà. Après, juste pour terminer, un petit point de vigilance aussi pour le WAR, pour faire la formation de formateurs. Il faut être très vigilant sur le fait que nos formateurs ont tendance souvent à faire un amalgame des avantages qu'ils ont à travailler sur des nouvelles modalités pour améliorer leur pratique à eux, et non pas pour améliorer les pratiques pédagogiques au service de celui qui est au cœur du dispositif, le jeune. Ça m'intéresse parce que ça facilite mon travail. Ce n'est pas ce qu'on demande. Si ça le facilite et que ça amène une plus-value dans la formation et que ça facilite le jeune à apprendre des choses, ça c'est bien, c'est parfait. Et il faut faire attention à cette dérive-là. Nous, on a ça de plus en plus. Mais c'est incontournable. Si ça facilite le travail du formateur, ça facilitera son organisation pédagogique donc, et ses méthodes d'animation. Donc ça va faciliter aussi est-ce que ça a un intérêt, les apprentissages. Est-ce qu'il y a un intérêt pour le jeune, la pratique pure, comme mettre en place le formateur? Ça, c'est pas tout le temps le cas. Il faut faire attention aux dérives. Vous voyez, je suis assis, je prends un exemple concret, je suis assis derrière, j'ai des PowerPoints, c'est sympa, c'est bien beau, je m'assois et je fais ma séquence avec mes PowerPoints. Donc moi, c'est une bonne nouvelle pratique, j'utilise PowerPoint, mais je ne suis pas sûr que mes jeunes, derrière, ils soient OK pour faire une image transmissive pendant 1 heure et des PowerPoint. Oui, c'est la scénarisation qu'il faut mettre après. Ouais. Allez, on vous remercie en tout cas, et puis bonne continuation à vous. Au revoir.